Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette rencontre avec Alice Vanier. Alice, je vais commencer par te présenter. Oui. Alice Vanier est actrice, metteuse en scène, co-directrice avec Sacha Ribeiro de la compagnie Courir à la catastrophe. Et la compagnie présente, dans le cadre du festival TNB la semaine prochaine, son dernier travail qu'Alice Vanier a mis en scène et qui s'intitule La Brande. Il nous donne l'occasion de cet échange qui s'inscrit dans la continuité d'une discussion sur l'inclusion que nous avions menée ici même il y a un an avec Madeleine Louarn, Tamara Searle, Emilio Letaro et Simon Laherty. Avec Alice Vanier, nous allons parler de la clinique psychiatrique de la Borde, clinique résolument avant-gardiste en termes d'inclusion. On n'utilisait pas ce terme à l'époque, mais on était déjà, depuis les années 50, dans un rapport absolument horizontal avec les malades. On va y revenir en détail. Pour finir cette très courte introduction, je voudrais signaler l'actualité de la question de l'inclusion qui nous occupe donc depuis 2 ans. Le musée du Louvre, vous le savez, consacre en ce moment une grande exposition à la figure du fou qui révèle l'histoire de notre rapport à la personne en situation de handicap mental. L'exposition est admirable et déplie cette histoire sur 6 siècles, on remonte jusqu'au Moyen-Âge, mais le parcours se conclut au XIXe siècle et absente de ce fait la révolution médicale, politique et philosophique qu'a constituée l'aventure de la psychothérapie institutionnelle. Donc très modestement, nous allons nous jeter dans le segment manquant de cette exposition, les XXe et XXIe siècles, et parler tout à la fois d'inclusion et de théâtre. Merci d'être avec nous, Alice. Merci à vous. Alors, la Borde, c'est le nom d'une clinique psychiatrique fondée par Jean Houry en 1953. Avant la Borde, il y a eu Saint-Alban. On est en 1940, c'est la guerre. Un groupe de résistants invente une nouvelle manière de soigner la maladie mentale. Sans contention, sans cellules, sans camisole de force. Je vous lis un tout petit extrait d'un livre intitulé « La santé mentale » de Mathieu Bellassène. Dans le petit hôpital lozérien de Saint-Alban se constitue un creuset de soignants d'avant-garde qui, tout en organisant un réseau de résistance contre l'occupant allemand, transforme concrètement la prise en charge des malades mentaux. S'y rencontrent des psychiatres, Tosquelles, Bonafé, Balvet, Choran, des réfugiés de la guerre d'Espagne et de l'occupation, des surréalistes, Éluard, Tzara, des penseurs, Canguilhem et, entre guillemets, des fous. Vous l'avez compris, la révolution médicale qui s'opère à Saint-Alban est inséparable du moment historique pendant lequel elle éclot, la guerre. Les soignants, qui sont donc essentiellement des résistants, ne veulent plus soigner avec des outils associés idéologiquement à l'ennemi. La contrainte et l'isolement. Je redonne la parole à Mathieu Bellassène. À Saint-Alban, les murs de l'asile sont détruits par les malades et les soignants. La famine, combattue par le biais du collectif. Après la guerre, ces soignants voient dans la libération l'occasion de fonder une psychiatrie progressiste à partir des bases jetées par le Front populaire. En réaction à l'expérience des camps, ils pensent que les hôpitaux psychiatriques doivent laisser derrière eux leurs pratiques concentrationnaires pour permettre aux plus fous de revenir parmi le commun des mortels. Pour les psychiatres déconcentrationnaires, l'enjeu est de sortir les fous de l'image d'Épinal d'êtres humains mécanisés et déficients, menant une existence au rabais. En 1947, Jean Houry arrive à Saint-Alban. Il travaille aux côtés de François Tosquelles, qui est résistant, marxiste, avant de prendre la route avec une trentaine de malades et d'atterrir, presque par hasard,
à Courcheverny. Là se trouve un château à l'abandon et Houry et ses malades y fondent ensemble la clinique de la Borde. On est en 1953. L'acte 2 de ce qu'on appelle désormais la psychothérapie institutionnelle peut commencer. On écoute Félix Guattari en parler. La psychothérapie institutionnelle, elle a eu plusieurs figures. Elle a eu une figure tout de suite après la guerre, qui était celle de la rénovation, de l'humanisation des hôpitaux psychiatriques. Alors c'était autour de personnages comme Le Guillan, Bonafé, Daumaison. Et bon. Tosquiès, il était déjà dans cette opération, François Tosquiès, mais il a ensuite été, on peut dire, le fondateur de la deuxième figure, de la deuxième courant de psychothérapie institutionnelle, en association avec Jean Houry et tout un groupe de psychiatres, Gentil, Storubia, etc., et moi-même, autour dans un groupe qu'on avait appelé le GT-Psy. Et c'est là qu'il y a eu une psychothérapie institutionnelle qui ne s'occupait plus seulement de l'humanisation des hôpitaux psychiatriques, mais aussi d'une étude des rouages de l'institution, pour faire que l'institution fonctionne, si vous voulez, comme une machine thérapeutique, et même plus une machine analytique. Autrement dit, avant, les concepts étaient des concepts de désaliénation, des concepts de pratique pour changer l'architecture, les rapports humains, ouvrir les murs, etc. Et ensuite, c'était plus seulement une action, disons, en réaction contre le côté asilaire des hôpitaux, mais c'était quelque chose qui allait dans la direction plus constructive de l'invention d'une technique analytique nouvelle, qui soit plus fondée sur la parole et le divan, mais qui soit fondée sur la mise en jeu de prise de responsabilité, de service, de changement de fonction des infirmiers, enfin, toutes ces 1000 problèmes que je ne vais pas énumérer maintenant. Une nouvelle éthique donc, du soin se met en place, fondée sur la relation soigné-soignant. C'est la fin de la hiérarchie médecin-patient, le début des responsabilités partagées, comme Guattari le disait, et mise en place d'une liberté de circuler. Alors Alice, ma première question, elle concerne ton rapport à la clinique de la Borde. Qu'est-ce qui t'a mené vers cette aventure? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette aventure qui remonte donc aux années 40? Alors oui, au départ de l'envie de créer ce spectacle, il y avait l'envie de parler de la folie de manière sensible, de la question de la marge, de la norme. Voilà, au départ, il y avait ça. Et d'un autre côté, il y avait la question des années 60, qui étaient des années... moi, je suis née dans les années 90. À la fois qu'on a l'impression... Quand on est né dans les années 90, on a un peu l'impression qu'on a raté le meilleur pan de l'histoire, de ne pas avoir vécu dans les années 60-70. Et en même temps, c'est les années de toutes les révolutions, c'est après la libération, c'est quand même, il y a vraiment des choses passionnantes. Et en même temps, c'est aussi le terreau du néolibéralisme. Donc voilà, pour moi, il y avait tout un truc là-dedans que je trouvais passionnant. Et ensuite, je me retrouve à lire... Asile de Erving Goffman, qui est sociologue, et qui parle des asiles dans les années 60 aux États-Unis. Et ce livre me passionne, mais bon, comme moi j'ai envie de faire un spectacle, je me dis, mince, en termes d'imaginaire théâtral, je vois que des images assez galvaudées, très connues. Ça me sort pas d'un truc... que j'ai déjà dans la tête et qu'on connaît assez fort d'une certaine image de la psychiatrie. Donc bon, je me retrouve un petit peu dans la merde. Et je dis des hasards, il n'y a pas vraiment de hasard, j'imagine, mais de recherche, en cherchant des choses sur la question de la folie et sur les années 60, j'ai fini par tomber sur les réunions de ce fameux GT-Psy dont Guattari parlait, qui en fait ont toutes été retranscrites, qui avaient été écrites en sténo par la secrétaire Brivette et qui ont été ensuite retraduites et retranscrites dans des bouquins. Donc je trouve ce truc-là, c'est le Covid.
Donc je commande tous les bouquins de toutes les réunions, ne sachant pas du tout à quoi j'allais avoir à faire. Et donc je découvre la psychothérapie institutionnelle, je découvre ce groupe de psychiatres. Évidemment, je comprends vraiment absolument pas toutes leurs réunions parce que... Bon, voilà. Et en même temps, c'est génial. C'est vraiment, tout est retranscrit comme une pièce de théâtre, quoi. Il y a vraiment leur nom, c'est des répliques, enfin, c'est hallucinant. Voilà, donc il y a cette chose-là. Et donc Olivier April, qui avec Sophie Legrain ont retranscrit et réédité ces réunions-là. Olivier April m'envoie un mail pendant le Covid et me dit mais je comprends pas, tout le monde s'en fout de ces bouquins, personne ne me les commande, pourquoi d'un coup commander et tout ça, quoi. Donc je lui dis bah écoutez, en vrai je sais pas exactement encore, mais voilà, je vous dirai quand j'aurai lu tout ça, etc. Et on est devenus copains du coup par la force des choses. On s'est rencontrés et donc bon voilà, et après il a beaucoup suivi le travail, etc. Mais donc au départ il y avait ça. Voilà. Et mais voilà, donc j'avais beaucoup d'archives de soignants finalement, mais pas beaucoup de personnes soignées. Et donc je suis allée demander à Saint-Alban et à la clinique de la Borde si c'était possible d'accéder à des archives. Ce à quoi ça a mis pas mal de temps avant qu'on me réponde. Et la clinique de la Borde m'a répondu écoutez, oui, vous pouvez venir accéder aux archives, mais quitte à venir à la Borde pour accéder à des archives, venez vivre la vie là-bas. Bon, et je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. Et je travaille aussi en collaboration avec Marie Ménéki, qui n'est pas là, mais qui a collaboré avec moi à la mise en scène et à la dramaturgie. Et donc, la clinique de la Borde nous dit eh ben, venez faire un stage. Et moi, je me dis, mais un stage, comment ça? Ils me disent, non, mais par contre, il n'y a pas de gens qui viennent en observateur, observatrice. Si vous venez faire un stage, vous venez en tant que soignante. Donc, bon. Et on nous dit que voilà, le minimum, c'est 1 mois. Donc, avec Marie, bon, bah, on est hyper stressés, mais on se dit que ça peut être génial. Mais 1 mois, c'est impossible pour nous. Donc, on a réussi à négocier 2 semaines. Et donc, on est parti 2 semaines faire un stage dans la clinique de la Borde, au moment de, et on en parlera plus tard, de la préparation de la fête du 15 août. Donc en fait, beaucoup de choses nous ont amenés jusqu'à la clinique de la Borde, et le spectacle comment dire, n'a fait que se retourner au fur et à mesure que des nouvelles aventures arrivaient devant nous. Et c'était assez marrant parce que il y a une philosophie dans la psychothérapie institutionnelle, en pratique du coup à la clinique de la Borde, je ne sais pas comment dire, mais qui consiste quand même à se défaire quand même de son aliénation. Du coup, ça veut aussi dire de se défaire des objectifs préconçus qu'on a dans la tête, etc. Et du coup, j'ai l'impression que cette ouverture qu'on a essayé d'avoir jusqu'au bout de ce projet, de se dire que ce qui nous arrivait était sûrement plus intéressant que ce qu'on avait rêvé au préalable, voilà, ça fait partie de la philosophie de cette psychothérapie institutionnelle qui nous a voilà, traversé jusqu'au bout du projet, quoi, un peu. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Tout à fait. Je voudrais t'interroger parce que, comme tu le disais, Guattari a fait référence à ce GT Psy. Toi, c'est par ce biais que tu as été mise en contact avec la Borde. J'ai l'impression que c'est un... Comment dire, que tu as un intérêt dans ton travail, que vous avez, Sacha et toi, un intérêt très fort pour les aventures de groupe. Et qui, là aussi, justement, que vous mettez en théâtre aussi, collectivement, avec des groupes. Est-ce que c'est le groupe, vraiment, cette aventure intellectuelle de groupe qui vous a embarqué? Bah oui, complètement. Bah oui, c'est vrai qu'en fait, dans l'historique des projets de la compagnie, moi, ma première mise en scène, c'était, au bas mot, une adaptation de La misère du monde de Bourdieu, qui est quand même l'aventure d'un groupe de sociologues qui décident d'interroger des gens pendant 3 ans, de faire des énormes entretiens de gens qui sont, d'après eux, victimes d'une forme de misère contemporaine, et qui est un groupe assez minoritaire à ce moment-là
dans la sociologie, même s'il y a Pierre Bourdieu et que Pierre Bourdieu, il est quand même voilà. Ensuite, il y a Sacha qui a mis en scène un spectacle qui s'appelle Œuvrer son cri, où il s'agit d'un groupe d'artistes et de militants, militantes qui décident d'occuper un théâtre. Et voilà. Et ensuite, il y a La Brande. Et c'est vrai que oui, alors, il y a la question du groupe. Nos mises en scène, entre guillemets, sont pas collectives, mais les écritures sont toujours collectives. Et on essaye quand même de penser des manières de travailler qui profitent de l'intelligence collective en fait qui existe. Donc évidemment, il y a ça qui nous intéresse fort. Et il y a la question aussi En fait, il s'agit quand même de groupes minoritaires. Enfin, dans la psychothérapie institutionnelle, ils font que le dire, on était une minorité à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt particulier pour ça, pour plein de raisons. Mais je trouve en plus que dans cette époque que moi je vis comme assez décourageante sur plein d'aspects, je trouve ça quand même génial de s'intéresser à ces gens. Je trouve que ça donne beaucoup de courage, qui étaient franchement pas beaucoup, qui étaient des résistants et des résistantes de dingue et qui ont réussi à mettre en place des choses, quoi. Et voilà. Et ça, c'est vrai que ça nous intéresse énormément. Et encore une fois, c'est ce que je disais juste avant, mais toutes les aventures de ces chercheurs, chercheuses, penseurs, penseuses qui ont essayé de penser comme ça des collectifs, c'est des choses qui sont complètement poreuses, nous, dans notre travail, et qui nous ont aussi aidé à penser comment on peut travailler tous ensemble et justement mettre à profit cette intelligence collective pour s'intéresser aussi à des projets, à des sujets assez ardus, en fait, auxquels je pense que moi... voilà, auquel je m'intéresserai pas seule, quoi. Je trouve que c'est bien d'être quand même un petit nombre pour réfléchir à tout ça. Donc oui, il y a ça complètement qui revient dans tous nos projets. Et voilà, et c'est vrai que pour nous, on s'est quand même vite rendu compte qu'on allait sûrement plus répéter que jouer les spectacles qu'on faisait. Et bon, pas seulement pour cette raison, mais c'est vrai que on a eu quand même vite envie de mettre en place des processus de travail qui soient passionnants pour nous, quoi. Voilà, où il y a de la recherche, de l'enquête, et que les processus de travail, voilà, soient aussi passionnants et permettent de ne pas être que dans la recherche du résultat tout le temps, quoi. Et j'ai l'impression que toutes les personnes à qui on s'est intéressé sont quand même beaucoup là-dedans, quoi. Dans cette histoire de chantier permanent, en tout cas. Alors, tu l'as dit, mais je le répète, tu as fait le choix d'installer le spectacle dans les années 60, qui sont, il faut quand même le rappeler, des années absolument décisives dans l'histoire de la pensée sur la maladie. En 1961, Foucault publie L'histoire de la folie à l'âge classique et entame un cycle de conférences au Collège de France qui conduira à la publication des Anormaux. Et à la fin des années 60, Félix Guattari et Gilles Deleuze préparent leur grande somme sur capitalisme et schizophrénie, dont le premier tome, l'Anti-Édipe, paraîtra au tout début de la décennie suivante. Est-ce que c'est aussi justement en référence à ces années extrêmement importantes dans l'histoire de la pensée que tu as choisi les années 60? Bah oui, complètement, c'est ce que je disais déjà avant, mais oui, complètement. Et en plus, ce que je trouve quand même passionnant, que ce soit le GT Psy ou que ce soit Deleuze ou Foucault, je trouve que dans ces années-là, il y a quand même une importance des mots qui sont choisis, il y a des inventions de termes comme hétérotopie ou enfin des choses comme ça qui sont hyper importantes, où on voit bien que la langue, elle a été complètement dévoyée, vidée de son sens pendant la Seconde Guerre. Enfin, tu disais, c'est impossible de couper de toute façon ce qui s'est passé dans ces années-là et le fait qu'il y a eu la Seconde Guerre avant. Et voilà, on n'est pas dans le même contexte, mais c'est vrai que moi, il y a des choses qui me parlaient complètement avec ça. Le langage, ces gens qui essayent qui réinventent le monde, qui réinventent une façon de vivre le quotidien, etc. Aussi à travers la langue, en fait, qui prennent ça voilà, de manière importante. Et oui, et il y a eu aussi ça, je ne l'ai pas dit, mais ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que du coup, dans les années 60, bon, je vais un peu le dire un peu vite, mais il
il y a eu plein de courants, mais il y avait 2 courants, moi, qui m'ont intéressé. C'est qu'il y avait l'antipsychiatrie, que Foucault se rangeait un peu plus de ce côté-là, qui disait grossièrement, voilà, les institutions qu'il y a là, c'est pas possible, quoi. Elles sont malades, donc il faut toutes les virer, quoi. C'est stop. Et le courant de la psychothérapie institutionnelle, qui était assez d'accord en fait avec l'antipsychiatrie, mais qui est venu dire en fait, oui, mais quand vous dites ça, c'est comme si vous considériez pas que la société était elle-même aliénante. Et nous, on pense que les institutions, si on les soignait, pourraient être des îlots de liberté dans une société aliénante. Du coup, voilà, on a envie de faire ce travail-là. Et ça, vraiment, ça m'a passionné. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller là-dedans. Surtout que voilà, moi, je fais du théâtre dans des institutions. Et la question de l'institution, voilà, il y a plein de questions qui se posent. Donc ça faisait plein de pans avec ce qu'on est en train de, ouais, ce qu'on vit, quoi. Alors, je voudrais réagir immédiatement justement sur la question de la langue que tu viens de nommer. Le spectacle ne s'intitule pas La Borde, mais La Brande. Et tes personnages de soignants ne s'appellent pas Félix Guattari et Jean Houry, mais Félix Guerati et Jean Houdin. Qu'est-ce qui se joue dans ce déplacement, dans ce trébuchement de la langue, pour le dire avec la psychanalyse? Y a plusieurs choses. En fait, il y avait la question de la vérité qui était très forte quand même. Enfin, nous, on fait des spectacles qui sont toujours documentés, mais qui sont jamais documentaires. On se permet quand même une part de fiction. Dans notre adaptation de La misère du monde de Bourdieu, on s'est beaucoup renseigné, mais on a quand même inventé des scènes autour de l'aventure de ces sociologues qui étaient en train de créer ce bouquin. On se permet quand même des choses avec beaucoup de respect, mais aussi d'amusement quand même. Et c'est vrai qu'en plus là, les archives étant quand même assez considérables sur les réunions du GT-Psy et tout ça, on savait très bien que des fois, oui, et les femmes aussi, parlant beaucoup moins que les mecs qui sont quand même vraiment des bulldozers, quoi, à ce moment-là, on s'est permis parfois de mettre une parole de Félix Guattari à Ginette Michaud, etc. Et on avait vraiment envie de s'autoriser ça aussi parce que c'est pas documentaire et que ça n'avait pas énormément d'importance à l'endroit de notre spectacle. Et voilà, et c'était hyper important pour nous ça, de ne pas s'obliger à coller à la vérité, ce qui a été un travail vraiment difficile. Aussi parce que du fait d'être allée à la Borde aussi, moi c'était la première fois que je vivais une aventure dans laquelle j'étais immergée de cette manière-là et c'est important, je crois aussi, de se détacher de ce qu'on a vécu, de la vérité pour pouvoir parler des choses, d'avoir une forme de recul. C'est aussi pourquoi on parle des années 60. Pour revenir aussi à ce que tu disais avant, oui, c'est vrai qu'aussi dans tous les spectacles qu'on a fait, on revient sur des années en arrière, quoi. On revient dans les années 90, on revient dans les années 2000, là on revient en 1960. C'est important pour nous d'avoir du recul et de l'archive. Voilà. Et attends, je suis en train d'oublier la question que tu m'as posée pendant que tu parles. Oui, la langue. Et oui, alors, il y a aussi la brande. C'est autre chose. Enfin, c'est lié, mais c'est autre chose dans le sens où, alors, moi au départ, avant d'aller à la Borde, je pensais pas m'intéresser spécifiquement à la Borde. C'est vrai que dans la Brande, il y a quand même beaucoup de... Ça a été influencé par cette expérience-là, donc il y a beaucoup de références à la Borde. Mais à la base, je m'intéressais autant à Saint-Alban qu'à la Borde. Et du coup, l'idée, même si la Borde est plus référencée que n'importe quel autre lieu emblématique de la pratique de la psychothérapie institutionnelle dans le spectacle, voilà, c'était plutôt l'idée d'une clinique imaginaire. Et alors la Brande, ça vient d'une phrase de Jean Houry. C'était pas un décalage de la Borde à la base. Voilà, la Brande, ça fait vraiment référence à la forêt, au sous-bois. Je vais pas en dire plus parce qu'on le raconte quand même beaucoup dans le spectacle et on va y revenir aussi après. Et voilà, et ça vient d'une phrase d'Houry qui fait une espèce de théorie entre la Brande, la végétation des sous-bois et la schizophrénie. Voilà, qu'on trouvait assez belle. Donc voilà. Et après, oui, il se trouve que on se disait, ah putain, ça nous fait penser à la Borde, ça nous fait penser à la Bringue, comme il y a quand même une grosse question de la fête dont on va parler plus tard dans le spectacle. La question de la bande, puisqu'il y a aussi ce groupe. Enfin voilà, après c'était la fête, quoi. Ouais. On a beaucoup parlé
des psychiatres, mais la Brande ne raconte pas seulement l'aventure intellectuelle de la clinique, et tes personnages ne sont pas seulement les psychiatres et les philosophes célèbres qui l'ont traversée. C'est aussi l'histoire de ces pensionnaires qui sont incarnés dans ton spectacle par les mêmes acteurs que ceux qui jouent les soignants. Est-ce que tu peux dire quelques mots de ce choix qui est central dans ton spectacle? Donc les mêmes acteurs qui passent de soigné à soignant, à vue. Est-ce que tu peux dire quelques mots? Oui. Eh ben, oui. L'idée, elle est venue, comment dire, du fait que, bon, moi, j'étais intimement persuadée que personne n'était exclu de la question de la folie. Voilà, du coup, c'est quelque chose qui est arrivé quand même assez vite. Et dans toute la philosophie de la psychothérapie institutionnelle, c'est la question soignant-soigné, elle revient absolument tout le temps. Et d'ailleurs, oui, bref, tu passeras un extrait après, je crois, là-dessus. Elle revient absolument tout le temps. Et oui, ce serait bizarre de croire qu'une personne soignante est exclue de cette question-là. Donc voilà, c'était une évidence pour nous qu'il fallait que ce soit les mêmes personnes qui traversent ces rôles-là. Et ensuite, donc, il y a eu l'expérience à la Borde, et où là, en fait, il y a plusieurs données qui se sont rajoutées, où en fait, il n'y a pas que les psychiatres et les pensionnaires, il y a aussi les moniteurs et les monitrices, voilà, qui sont soignants et soignantes dans la clinique. Donc, ça a encore rajouté une autre dimension. Du coup, les acteurs et actrices traversent des rôles de psychiatres, de moniteurs, de monitrices, et de pensionnaires, mais également, comme il y a une pièce de théâtre qui se prépare dans notre spectacle, il joue également des rôles d'une pièce de Shakespeare. Voilà. Et bon, on y reviendra aussi un peu après, mais ça a été important aussi pour nous, le fait que ces acteurs et actrices jouent ces rôles de théâtre, dans le sens où, quand j'étais à la Borde, donc on va en reparler après, mais bon, il se montait une pièce de Shakespeare dont je vous parlerai, et Leïla, qui était en train de mettre en scène cette pièce, à un moment donné, se retourne vers moi et me dit quand j'imagine que des comédiens et comédiennes vont jouer des rôles de fous, ça me met mal à l'aise. Et bon, on comprend pourquoi, hein, franchement. Et en même temps, elle regarde les personnes qui vont jouer la pièce de Shakespeare et elle dit, bon, en même temps, pourquoi des fous pourraient jouer des rôles de Shakespeare et des acteurs et actrices pourraient pas jouer des fous? Bon, je me questionne. Bon, on en est un peu resté là, mais du coup, ça nous a paru hyper important, voilà, de voir aussi, de voir des acteurs et des actrices jouer des fous, jouer des soignants, qui jouent des rôles, quoi. De pouvoir aussi vraiment parler de cette chose-là, de cette légitimité-là, entre guillemets, même si le mot est un peu, voilà, on y reviendra aussi, mais voilà, oui, il y a ça. Et puis oui, non, bah, évidemment, ce que je disais, quoi, personne n'est exclu de cette question de la folie, du coup, c'était important que les acteurs et actrices soient tous traversés par ça. Ça aurait été, enfin, dans le sens du spectacle, je veux dire, ça aurait été très bizarre, voilà, de jouer uniquement des soignants ou uniquement des soignés, quoi. Alors, je voudrais tout de suite mettre en perspective justement cette parole et une parole extraite deux paroles de soignants extraites d'un documentaire France Culture, justement précisément sur soigner-soignant. Il y a eu très tôt la volonté à la Borde de ne pas parler séparément des soignants et des soignés, de considérer que les soignants étaient également en soins, qu'ils le veuillent ou non. Alors parfois, des soignants étaient en analyse, parfois ils ne l'étaient pas, mais il y avait des groupes de parole où ils discutaient entre eux aussi sur leur façon de travailler. Et donc, peu à peu, on a supprimé cette partition entre soignants et soignés, à tel point que Moury a créé ce terme de soignant-soigné, hein, et qu'il disait, au fond, la vraie distinction, s'il fallait la maintenir entre les uns et les autres, c'est payant et payé. Hein.
C'est-à-dire les malades, c'était ceux qui payaient, ou la sécurité sociale payait pour eux, et les thérapeutes, les infirmiers, les médecins, etc., c'était les payés. Par exemple, à l'époque où je suis arrivé, il y avait déjà 1 ou 2 pensionnaires qui étaient devenus moniteurs, chose extrêmement rare à ma connaissance, pas seulement en France, mais où que ce soit. Il y a peu d'endroits psychiatriques où les gens soignés sont devenus des soignants. Pour moi, ça a été une très très grande expérience, ça. Un infirmier qui n'est pas soigné par un malade, c'est pas un infirmier. Hein. Bon. Si on se croit indemne, si on se croit supérieur, c'est qu'on est encore plus fou que les gens dont on s'occupe. Il n'y a pas de distinction. C'est Jean Houry que vous avez entendu. Alors, j'insiste un tout petit peu sur justement ce choix théâtral, cette mise en forme de ce concept de soigner-soignant par Alice Vanier. Et je voudrais te faire réagir pour aller un peu plus loin sur la réversibilité du phénomène dans le spectacle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des soignants qui, à vue, se transforment en soignés, mais ils passent de l'un à l'autre plusieurs fois. C'est complètement réversible. Oui, complètement. De toute façon, c'est très juste ce qui dit que ce serait effectivement étrange oui, qu'un soignant ne se fasse pas soigner par un soigné. Enfin, ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir vécu et vu mettre en pratique à la clinique de la Borde. Et oui, j'ai oublié de le dire aussi, mais c'est vrai qu'en plus, moi, quand j'ai fait le stage à la Borde, c'est assez dingue comme il y a vraiment des gens, on ne sait pas s'ils sont soignants ou s'ils sont soignés. Il y a des gens, c'est plus évident, mais vraiment des gens où voilà, on ne sait pas. Moi, je me suis trompée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, j'ai vite été tentée par une curiosité un peu bizarre. J'avais besoin de savoir, je sais pas pourquoi, de qui était qui. C'est vraiment. Et en fait, je me suis bien demandé pourquoi. Et souvent d'ailleurs, quand je finissais par avoir une réponse, en fait, je me rendais compte que ça changeait mon regard sur des personnes. Donc du coup, j'ai tout de suite arrêté parce que c'était vraiment terrible. Enfin, ça me ramenait que à ma propre aliénation, quoi. C'était vraiment assez inintéressant de fait. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Et du coup, on a eu envie de semer cette même confusion et cette envie aussi de lâcher l'envie de savoir qui était qui à l'endroit de notre pièce, quoi. Voilà. Et oui, je peux lire mon petit... Bien sûr. Truc. Ah oui, pardon, c'est ça. Oui, j'avais envie de lire un petit texte qui a été écrit par Leïla Lemaire, qui est soignante à la clinique de la Borde, qui mettait en scène d'ailleurs le spectacle de Shakespeare dont on vous parlera, qui était monté pendant que j'y étais. Donc c'est un article sur la fête dans l'hôpital qui est dans la dernière revue Chimère. Je crois que c'est le numéro 104. Voilà, que je trouve très beau. Donc ça s'appelle, le chapitre s'appelle « Épreuve, désir et désordre dans le travail soignant ». Mais le repli défensif n'est pas le propre des malades. Les soignants en psychiatrie et ailleurs peuvent céder à la tentation de fuir les mises en question quotidiennes que suscite la compagnie des personnes malades et que Daniel Rouleau formule ainsi. La vie, en quoi consiste-t-elle vraiment ? Psychotique, névrosé, angoissé ou simplement être humain ? C'est fondamentalement la question qu'il me pose. Pour éviter la confrontation répétée avec cette question lancinante, le travail en psychiatrie est toujours menacé de prendre la forme de pratiques répétitives, accomplies dans une forme d'absence. Pratiques d'une certaine façon rassurantes, dans le sens où elles contournent l'angoisse pouvant surgir à tout moment lorsque l'on s'approche de ceux que la vie a menés à l'hôpital. Ultime repère pour ne pas mourir ou pour ne pas finir dans la rue ou en prison. Mais cette angoisse à laquelle ont affaire les soignants, c'est en quelque sorte l'autre face du désir, qui est aussi ce qui donne au sujet le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Or, les psychotiques pointent parfaitement où vous en êtes de votre désir. Autrement dit, le travail quotidien en psychiatrie confronte à l'épreuve du désir inconscient et de l'angoisse. Et cette épreuve, si elle n'est pas suffisamment accompagnée, soutenue et pensée, peut amener toute une institution à installer petit à petit un évitement de la folie et une inertie mortifère. La fête, en tant qu'événement exceptionnel, peut donc se présenter comme l'occasion d'une secousse
et d'un désordre salutaire dans les circulations stéréotypées auxquelles le quotidien à l'hôpital risque toujours de nous exposer. Si les fêtes organisées au sein d'un club thérapeutique peuvent faire de l'hôpital un lieu habitable, c'est parce qu'elles sont pensées comme des occasions de redonner consistance aux notions de temps et d'espace, repères qui permettent de se situer dans l'existence. Merci. Merci, et ça me donne justement une transition toute trouvée pour parler de la fête avec toi. La fête, c'est très très important dans la vie de la clinique de Laborde. Il y a une fête en particulier qui est devenue un moment très important, complètement ritualisé, c'est celle du 15 août, pour laquelle on prépare une pièce de théâtre chaque année. C'est le moment où donc l'extérieur, des spectateurs sont invités à l'intérieur du château. Très important le théâtre, et si on a le temps, on regardera ensemble un court extrait du magnifique documentaire que Nicolas Philibert a consacré à Laborde, qui s'intitule La moindre des choses, et dans laquelle justement on les voit préparer la mise en scène d'opérette de Gombrowicz. Donc la fête, le théâtre, c'est ce dont il est question. Enfin, je veux dire, c'est ça qui se passe dans ton spectacle, c'est la vie de Laborde, préparant cette fête du 15 août et préparant en particulier le Comme il vous plaira de Shakespeare. Donc là, on est, comme tu le disais, à cheval sur le documentaire, puisque quand tu y étais, on préparait véritablement le Comme il vous plaira de Shakespeare, et quand même un autre pied dans le théâtre, ne serait-ce qu'avec cette pièce qui est une sorte de célébration totale du théâtre, cette comédie de Shakespeare. Est-ce que tu peux dire quelques mots? Donc, on comprend que c'est en référence au vrai spectacle qui était mis en scène par Leïla Lemaire, mais en quoi est-ce qu'il a particulièrement du sens dans ton spectacle, ce Comme il vous plaira de Shakespeare, pour cette fête? Bah oui, ce qui était marrant, c'était que la pièce qui était montée, donc Comme il vous plaira, c'était vraiment une mise en abîme totale de ce qu'on était en train de vivre avec Marie. Bon, à savoir assez grossièrement dans la pièce, c'est des gens qui sont, comme dans toutes les pièces de Shakespeare, bannis de la cour, de la société des hommes, entre guillemets, et qui se retrouvent dans une forêt où tous les codes sont complètement inversés, etc. Et bon, bah, et qui sont complètement perdus, et en même temps qui trouvent dans cette forêt une liberté immense. Enfin bon, voilà, c'est complètement ce qu'on nous on était en train de traverser, quoi. Donc voilà, c'est aussi bon, aussi pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qu'on a eu envie de mettre cette pièce dans notre spectacle. Et puis voilà, la question du fou et de la folie, elle est toujours présente aussi dans les pièces de Shakespeare. Donc il y a eu ça, et puis la préparation de cette fête, encore une fois, c'était pas du tout le sujet de notre pièce au départ, mais ça a complètement bouleversé tout, quoi, parce que ce qui se joue dans la préparation de cette fête et de cette pièce de théâtre, cette fête précisément où, comme tu disais, le monde extérieur est invité à venir, parce qu'il y a plein de fêtes qui émaillent une année à Laborde, mais je crois que c'est une des seules où le monde extérieur est invité à venir. Et d'un coup, ça catalyse énormément de choses. Bon, déjà, c'est un travail du commun qui est immense, parce que, alors pour la pièce, rien que pour la pièce, en fait, il y a l'atelier costume qui construit les costumes, l'atelier jardinage qui vient balayer la clairière où va se jouer la pièce, l'atelier de construction qui vient construire le décor, il y a les répétitions de théâtre, il y a des personnes qui vont être là pour souffler. Enfin voilà, c'est absolument, quand il y a besoin, ça c'est absolument énorme. Et après, il y a un repas qui est organisé, donc qu'est-ce qu'on va faire à bouffer, qui va faire à bouffer, qui va faire la vaisselle, qui va servir, machin. Il y a un débat qui est organisé avant la pièce, à chaque fois, en début de journée, avec des professionnels de la santé et aussi des personnes soignées dans la clinique qui viennent témoigner de l'état actuel de la psychiatrie et de ce qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur même de Laborde. Enfin, c'est gigantesque, quoi. Et il y a un enjeu énorme pour chacun et chacune du fait que le monde extérieur s'invite à cette fête tout à coup. Parce que le monde extérieur, ça veut dire des familles qui viennent ou qui viennent pas, des amis qui viennent ou qui viennent pas, des inconnus totales, des professionnels de la santé, enfin du tout venant. Et voilà, et c'est comme n'importe quelle fête. Je veux dire, des fois,
hyper heureux et joyeux d'aller à une fête, et puis des fois on est terrorisé, quoi. Ça veut dire aussi de la sociabilisation. La fête, ça peut être aussi une injonction à la joie pour certains, ou par moment. Du coup, voilà, c'était tout à coup énormément de choses qui venaient se raconter. Évidemment, il y a des gens qui veulent absolument pas participer à la fête. Ça fait donc aussi ressortir les gens qui sont le plus repliés en fait sur elles et eux-mêmes. Donc ça, c'est quand même aussi hyper important. Voilà, donc ça, c'est ça qu'on a eu envie de prolonger à travers notre pièce, toute cette aventure-là. Et après, bon, bah, évidemment, dans le fait de jouer des rôles et de monter une pièce, voilà, c'est pas du tout anodin. D'ailleurs, il y a autre chose dont on parle dans la pièce, mais dans la psychothérapie institutionnelle, il est beaucoup question de sortir de la fonction soignante qu'on leur met dessus, de sortir de son rôle en fait. Voilà. Du coup, l'idée encore une fois de passer d'un rôle à l'autre et qu'il y ait aussi cette pièce de théâtre qui parle de ce que c'est qu'incarner un rôle, oui, c'était quand même hyper important. Et il n'y a pas que des soignés d'ailleurs qui jouent dans la pièce, il y a des soignés et des soignants, soignantes. Voilà. Et puis évidemment aussi dans cette idée de fête, bah, je parlais au début de Asile de Erving Goffman, là du coup on est vraiment dans autre chose. Et c'est vrai que oui, j'ai l'impression que c'était pas forcément commun cette idée de fête dans l'hôpital. Et du coup moi ça me donnait envie de donner à voir cet imaginaire-là, plutôt que l'imaginaire de l'asile qu'on connaît quand même beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question. Mais... Exactement. Mais tu l'as dit, mais j'insiste sur Shakespeare. C'est une pièce sur le théâtre et c'est une pièce aussi sur l'identité systématiquement fuyante, en fait. Il n'y a pas d'identité dans cette pièce. Il n'y a pas d'identité chez Shakespeare. Il n'y a pas, au sens d'essentialisation. Mais dans cette pièce en particulier, on se transforme tout le temps et on perd littéralement. On perd ou on gagne en tout cas une nouvelle identité. Ça a dû aussi oui, résonner fort. Non, c'est clair. Bah, de toute façon, il y a tellement de choses qui résonnaient dans cette pièce, c'était infini. Mais bien sûr, il y a cette question-là, il y a la question des pertes de repères aussi. Enfin, moi, en tout cas, dans mon expérience à la Borde, c'est ce qui m'a le plus marqué. Vraiment, je ne comprenais rien. J'étais complètement perdue. Et ça, vraiment, c'est ce qui se passe dans n'importe quelle pièce de Shakespeare qui parle de la forêt, mais dans celle-là particulièrement. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Mais c'est vrai que oui, quand je dis qu'on est venu en stage en tant que soignante avec Marie, voilà, vraiment, on nous a dit rendez-vous à tel endroit. Voilà, moi, je me suis retrouvée à une table en train de fumer des clopes avec des gens. Je ne savais pas ce que je devais faire. On ne t'explique rien. Enfin, c'est à toi de, voilà, parce que le soin, d'un coup, c'est une autre notion. Un sourire, parler avec des gens, enfin, être là, en fait, c'est déjà du soin. Mais moi, voilà, oui, et en fait, t'as vite fait d'avoir envie de faire des choses utiles. Enfin, moi, c'est vrai que très vite, comme beaucoup de gens, je pense, je me suis dit, ah, putain, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, bah, je vais prendre un balai, je vais faire le ménage. Bon, souvent, c'est tellement dégueulasse que de toute façon, c'est pas... Enfin, bon, en plus, moi, je suis très nulle avec le ménage et tout ça, donc voilà, ça servait vite quand même à rien. Et tu vois bien que tu sens bien que c'est une fuite, quoi, assez rapidement. Que, voilà, et t'as vite fait d'avoir envie de faire des actions un peu comme ça, un peu utiles. Et oui, et je trouve que dans cette pièce de Shakespeare, cette espèce de perte de repères, quand ils sont dans la forêt, toutes ces rencontres, en fait, à chaque rencontre, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de chaque personnage. Et ben voilà, c'était vraiment ce qu'on était en train de vivre, quoi. Et alors, tu étais donc soignante pendant ce stage de 15 jours. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on t'avait invité à être. Est-ce que tu as été actrice aussi? Est-ce que tu as participé à ce Comme il vous plaira? Ah bah oui, en fait, il y a une actrice pensionnaire qui, tout à coup, a plus envie de faire un des rôles. Voilà. Et donc, je l'ai remplacée un peu au pied levé.
Voilà, et donc j'ai fini par jouer dans cette pièce, et c'était marrant. Et ce qui est marrant, c'est que bref, on était 2 à porter des espèces de robes roses et jaunes qui étaient complètement incroyables, qui avaient été créées par des pensionnaires de la Borde. Et dans mon ancienne école de théâtre, il y a eu un espèce de vide costume, quoi. J'étais allée voir un peu pour voir pendant qu'on créait le spectacle, et il y avait vraiment ces 2 mêmes robes que du coup j'ai prises et qui se sont retrouvées dans le spectacle, mais bon, c'était quand même marrant. Voilà. Alors, on va prendre le temps quand même. On a trop parlé du théâtre à la Borde pour qu'on ne vous montre pas cet extrait de La moindre des choses de Philibert, où justement, on essaye des costumes. Monsieur, daigneriez-vous passer au salon d'habillage? Tout de suite. Derrière le paravent? Oui, allez donc vous planquer derrière le paravent. Oh ben ça va. Paravent? L'un ou l'autre. Hein. Il y en a un là-bas. L'un ou l'autre, celui dans lequel vous vous sentez le mieux. Oui. Oui. Et puis alors les chemises en fait. Par contre, les chemises elles sont petites. Hein. Bon. Un plus tard. Oui. J'arrive là. Vous êtes une invitée aussi, David. Que penser à ces barons et Moi, je sais pas. ce Contagéneur? Alors, peut-être parmi les danseurs de ce bal avec le Contagéneur et le baron Firulaire. Mais dites donc, vous êtes né pour être marqué, vous. Ça lui va bien. Faut qu'on lui trouve un truc pour mettre en dessous. Avec ses speedos, ok, moi je trouve ça génial. Il y a des jabons, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des bas blancs, il y a tout ce qu'il faut. Il est en tête. Vous avez voilà. Tu veux réagir? Oui, non, c'était juste. Non, mais je me disais, bon, bref, parce il y a quand même des choses qui sont vraiment très drôles et très émouvantes. Non, mais je me disais que voilà, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais que la question de l'humour, c'est une question qui est hyper importante et qui était vraiment super présente à la Borde. Et non, mais c'est vrai que voilà, quand t'as pas d'humour, c'est la mort, quoi, franchement. Enfin, non, mais vraiment. Et puis c'est l'humour qui sauvera le monde. Bah, ouais, mais franchement, ouais. Puis moi, voilà, je me souviens même pour moi-même des jours où j'avais aucun humour, voilà. Et des fois, tu te réveilles le matin, il y a quelqu'un qui te dit connasse. Bah voilà. Enfin, franchement, si t'as pas d'humour, c'est chaud, quoi. Non, mais c'est vrai, il y a quand même des choses comme ça. Non, mais je me dis qu'en fait, je trouve que aussi dans la pièce qu'on a fait. Il y a aussi beaucoup de ça. Voilà, il y a aussi des choses qui sont très drôles. Et voilà, où moi j'avais pas envie qu'on regarde que la folie en ayant de la peine, ou enfin voilà, ou en retranscrivant l'image du fou dangereux qu'on connaît très bien, enfin trop. Bon voilà, et c'est vrai qu'en nous entendant rire, je me disais bah oui, il y a quand même ça, il y a une joie qui est immense, et il y a aussi il y a beaucoup de souffrance dans la folie, et il y a aussi quelque chose en même temps, voilà, qui est ailleurs que notre propre aliénation. Voilà. Il nous reste 5 petites minutes pour conclure. Et je voudrais conclure en revenant à la question qui nous occupe, donc celle de l'inclusion. Et je voudrais prendre le risque de faire entendre une pensée qui peut paraître un peu provocatrice aujourd'hui, celle de Gilles Deleuze, qui va donc nous accompagner dans la réflexion. En 1995, Gilles Deleuze enregistre l'Abécédaire avec Claire Parnet, un long entretien autour de quelques-uns de ses concepts fondamentaux. Dans l'extrait que je vous propose d'entendre, Deleuze dit qu'écrire, c'est écrire à la place de ceux qui ne savent pas écrire. Ceux-là étant donc inclus, ceux qui ne savent pas écrire étant donc inclus par condensation
dans le champ artistique, dans le corps même de celui qui écrit pour eux. On l'écoute. Il faudrait presque dire à la limite un écrivain, bon, qu'est-ce que c'est? Il écrit, bien sûr, il écrit pour des lecteurs, un écrivain. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour? Ça veut dire à l'intention d'un. Un écrivain il écrit à l'intention de lecteur, en ce sens, il écrit pour des lecteurs. Mais il faut dire aussi que l'écrivain, il écrit pour des non-lecteurs, c'est-à-dire pas à l'intention d'un, mais à la place d'un. Pour, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à l'intention et puis ça veut dire à la place. Alors, Artaud a écrit des pages que tout le monde connaît. J'écris pour les analphabètes. J'écris pour les idiots. Faulkner écrit pour les idiots. Ça ne veut pas dire pour que les idiots le lisent, ça ne veut pas dire pour que les analphabètes le lisent, ça veut dire à la place des analphabètes. Je peux dire j'écris à la place des sauvages, j'écris à la place des bêtes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi on ose dire une chose comme ça? J'écris à la place des analphabètes, des idiots, des bêtes. Eh bien parce que c'est ça qu'on fait à la lettre quand on écrit. Quand on écrit, on ne mène pas une petite affaire privée. C'est vraiment les connards, c'est vraiment l'abomination de la médiocrité littéraire de tout temps, mais particulièrement actuellement, qui fait croire aux gens que pour faire un roman, par exemple, il suffit d'avoir une petite affaire privée, sa petite affaire à soi. Sa grand-mère qui est morte d'un cancer, ou bien son histoire d'amour à soi, et puis voilà, et puis on fait un roman. Mais c'est une honte, quoi. C'est une honte quand c'est des choses comme ça. C'est pas l'affaire privée de quelqu'un à écrire. C'est vraiment se lancer dans une affaire universelle. Se lancer dans une affaire universelle. Alors, jouer pour les soignés de Laborde au sens où Deleuze l'entend, c'est-à-dire à la place, si j'ose dire, mais ça ne va pas non plus la formule à la place, avec eux oui. En soi. Est-ce que c'est ça que vous avez la sensation d'avoir fait? Et est-ce que c'est donc une nouvelle forme d'inclusion, littérale presque, avec eux dans le corps? Alors, il y a plusieurs choses dans ce qu'il dit, mais de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Alors, il y a eu évidemment une question de légitimité quand même énorme. Et moi, quand Leïla nous a fait cette remarque sur voilà, putain, des acteurs vont jouer des fous et tout. Enfin, voilà, c'était dur à entendre et en même temps, c'est une question qu'on se posait depuis le début, quoi. C'était pas un impensé du tout. Comment dire? En fait. De la névrose à la psychose, il n'y a qu'un pas. La psychose peut être un devenir potentiel de chacun, chacune. Et c'est pour cette raison aussi que personne n'est exclu de cette question de la folie. Donc à partir de là, bon, il y avait quand même du possible. Après, néanmoins, on ne vit pas dans notre chair ce que peut vivre une personne psychotique quand on ne l'est pas. Du coup, il y a quand même un soin énorme à avoir, enfin qu'on a essayé en tout cas d'avoir pour jouer ça, tout en se disant en fait on s'est jamais dit qu'on jouait la folie. Il s'agit de situations, il s'agit d'enjeux, il s'agit de relations, mais voilà, on s'est pas dit littéralement qu'on jouait la folie, sinon ça aurait été, je pense, trop compliqué. Et ce qui est important aussi dans ce qu'il dit, je crois, c'est que voilà, il parle de, comme tu dis, d'affaires universelles. Et que c'est pas une petite affaire privée. Et ça aussi, c'est important, c'est quelque chose qu'on s'est toujours remis en tête. En fait, on parle de choses qui nous concernent intimement pour une ou une autre raison, mais qui sont des questionnements qui sont universels. Sinon, on se permettrait pas tout à coup de l'aborder sur le plateau, alors même qu'il y a des choses qu'on ne traverse pas exactement directement. Enfin, évidemment qu'il y a quand même ce qu'il dit. Que malgré tout, c'est un peu chiant, mais qu'on parle quand même un peu à la place d'eux, enfin quelque part, quoi. Et ça, bah oui, c'est aussi, ça demande une exigence dans le travail qui est énorme et qui fait partie intégrante des répétitions, qui nous a déstabilisés à plein de moments, voilà, qui sont à la fois décourageantes et en même temps passionnantes, mais qu'on se pose, je pense, dans n'importe quelle pièce de théâtre. Et c'est pour ça que
Je l'ai pas dit, mais cette question-là aussi de passer d'un rôle à l'autre, elle était présente aussi dans les autres pièces, dans toutes les autres pièces qu'on a montées avec Sacha, qu'on a écrites ensemble, quoi. Voilà, dans La misère du monde de Bourdieu, en réalité, ça s'appelle les gens passent d'intervieweur à interviewé en permanence, aussi pour qu'on voit vraiment l'écho qui se fait de l'un à l'autre, comment la parole de quelqu'un vient transformer la personne qui l'a interviewé, enfin, etc. quoi. Et c'est bon, voilà. Oui, pardon, je sais plus si je réponds vraiment à ta question, mais oui, voilà. Je trouve ça intéressant ce qu'il dit sur cette affaire universelle. C'est vrai que c'est vraiment important. Ça demande une exigence, presque une éthique. Tu l'as pas encore dit, mais on sent que le mot est là, proche, une éthique de la mise en scène. Oui, complètement, mais qui est aussi une éthique qui était présente dans, encore une fois, dans la philosophie de la psychothérapie institutionnelle et qui nous a aussi aidé à guider artistiquement le projet. En fait, j'ai l'impression que vraiment et je pense que parce qu'on va faire d'autres spectacles sur d'autres sujets, malgré tout. Toute cette philosophie, cette organisation et cette pratique, elle va continuer de nous guider artistiquement et humainement, en fait, complètement. En fait, toutes les choses sont complètement poreuses. Merci beaucoup. C'est tout. Merci.